Nous allons parler de nouveau de Joseph pour montrer en quoi sa paternité est essentielle à la formation de Jésus. Et donc, pourquoi il a été choisi et comment pour être l'époux de Marie. Donc nous avons déjà expliqué un certain nombre de choses sur ce que peut être l'humanité et qu'il faut donc une relation de parole pour fabriquer de l'homme. Et ce n'est pas à un moment précis, c'est tout le temps. C'est-à-dire dès l'origine d'un être humain jusqu'à sa fin, il y a relation de parole. Et on sait très bien que c'est un très grand malheur quand on ne peut plus parler. Le mutisme ou l'enfermement, enfin, etc. Ce qui nous fait parler, c'est non seulement la communication, comme on a dit la dernière fois, qui a son utilité quotidienne et nécessaire, mais ce qui nous forme, c'est une communication d'intelligence à intelligence, pour aboutir à la capacité de recevoir quelque chose qui vient d'intelligence divine. Il faut que l'intelligence humaine soit ouverte pour qu'il puisse recevoir quelque chose de l'intelligence divine. La communication n'est pas immédiate. Et d'ailleurs, il faudra attendre tout l'Évangile pour voir, par exemple dans Saint Luc, Jésus ressuscité, donc tout s'est passé, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur ouvrit l'intelligence pour leur expliquer ce qui le concernait dans les Écritures. Ah, moi, il ne l'a pas fait avant, mais c'est qu'il ne pouvait pas. Il n'y a pas d'arbitraire, là. Le dernier acte de Jésus avant l'ascension, c'est d'ouvrir l'intelligence de ses disciples. C'est bien ça l'enjeu. Parce que tous ceux qui ont réfléchi, tous ceux qui ont pratiqué, savent qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Ou alors on aime un fantasme, on aime une imaginaire. Et donc le problème de l'intelligence est capital pour faire de l'homme. Je reviens à Saint Joseph. Son principal rôle va être d'être l'époux. Et ça, c'est antérieur à la paternité. C'est justement la trace de la nécessité de la relation d'intelligence à intelligence. Il est là pour que l'enfant soit conçu comme un homme. Alors, comment on est époux? On va d'étape en étape. Eh bien, il faut un rituel qui s'appelle le mariage. Et là aussi, si on examine un peu dans l'anthropologie les mœurs humaines depuis qu'on les connaît, sur 3-4 000 ans, parce qu'avant, dans toutes les tribus de la Terre, on fait une cérémonie pour réunir un homme et une femme, et donc deux familles qui s'allient pour former une nouvelle famille. Et c'est ça que nous allons étudier très précisément cette fois-ci, pour voir quel est le rôle de Joseph. Et si vous permettez, je vais faire un schéma. Comme ça, tout le monde pourra le garder, le recopier. Je vais faire ce schéma sur un tableau. Comment devient-on homme? Eh bien, on est d'abord, il faut regarder, nous avons tous été des enfants. Et nous sommes nés fils ou filles d'un père et d'une mère. Mais de toute façon, ça c'est universel. Il n'y a pas d'homme vivant qui n'ait eu des parents. Maintenant, ces hommes n'auront peut-être pas d'enfants. Donc ce n'est pas universel d'avoir des enfants, mais c'est universel d'avoir eu des parents. C'est très important. Donc, quelqu'un, qui que ce soit, est soit fils, soit fille, parce que dans l'humanité, il n'y a que des hommes ou des femmes, comme dans toutes les espèces vivantes. Ce fils et ces filles doivent se rencontrer un jour. Pourquoi?
parce qu'ils font partie d'une famille antérieure. Comme je viens de dire, ils ont forcément eu un père et une mère. Donc ici, il y a eu une famille. Donc, on va appeler famille, on ne va même pas mettre de 1 ni de A, et une autre famille ici. Et le projet, c'est qu'ils deviennent à leur tour père et mère. Alors quand on est homme, il se passe une chose capitale, c'est que on ne reproduit pas simplement le corps, mais l'être humain. Et dans l'être humain, comme on a expliqué dans les vidéos antérieures, c'est la relation de parole et la relation potentielle d'intelligence-intelligence qui est formateur de l'homme. Et donc ici, il va falloir une relation qui n'est pas encore la relation sexuelle, c'est une relation de parole. Parce que sinon, dans le silence ou dans le bruit d'une copulation, mais ça ne serait pas humain. Et cette relation de parole, elle doit être la matrice de l'humanisation de la relation sexuelle. Donc il va y avoir ensuite, je vais dire ce que c'est, cette relation de parole, quand elle est acquise, et on va voir en quoi elle consiste, va faire que le fils devient un époux et la fille une épouse. Et donc c'est une relation très spéciale entre les deux. C'est pas copain-copine. Et à ce moment-là, ils peuvent avoir une relation humaine sexuelle, et à ce moment-là, si elle est féconde, ils peuvent engendrer un ou plusieurs enfants. Qui seront quoi? Qui seront des fils et des filles. Et donc, on va revenir à chaque étape. Ces fils et ces filles forment quelque chose de très spécial qui s'appelle une fraternité. Ce sont des frères et des sœurs. Fraternité. Si on veut continuer dans le mouvement même de la vie, il va falloir qu'un fils faisant partie de cette fraternité la quitte pour rencontrer, ou une fille, la même chose, quitte cette fraternité pour rencontrer la fille d'une autre fraternité et pour recommencer. Donc, etc., etc. Alors, on remonte d'un cran. Il faut que cette fils et cette fille ne soient pas de la même fraternité. Et ce n'est pas simplement une question biologique. Il faut donc que les familles antérieures soient étrangères. Parce que si elles n'étaient pas étrangères, ça serait un inceste. Donc ça a quelques inconvénients au niveau biologique, mais ça a beaucoup d'inconvénients aussi au niveau psychique et au niveau de la relation réelle de paternité. Donc il y a deux familles étrangères qui, par la relation de parole entre deux époux, vont se trouver des familles. Il y a une rétroaction, ça va se trouver des familles alliées. Donc ce que font les fils et les filles d'une famille, ça concerne beaucoup de monde. Et il se peut que des familles étrangères aient été ennemies, elles deviennent alliées. Et donc ça se négocie sérieusement, cette affaire. Hein, dans l'histoire, c'est archi connu. Et il se trouve que ça transforme ces familles, parce qu'elles sont alliées, donc elles ont un état second. Pourquoi? Parce que la mère qui est ici, alors attends, j'ai sauté une étape, l'époux, sa relation sexuelle, du coup, l'époux devient père et l'épouse devient mère. Il y avait un père et une mère ici, et deux pères et deux mères.
Mais leur statut a changé. Puisqu'il y a une nouvelle famille qui s'est créée, alors je vais changer de couleur, là, mettre du rouge. Puisque ça a lieu, ça transforme le père en beau-père. C'est très important, parce que ça a un rôle capital dans la vie, et en grand-père, après. Et la mère devient grand-mère. Et je me souviens d'une anecdote de deux familles, justement, qui venaient d'avoir un petit enfant, et les deux grand-mères se rencontrent. Ne serait-ce que pour voir le petit qui vient de naître. Et l'une dit à l'autre, vous vous rendez compte, hein, nous avons le même petit enfant. Et l'autre, stupéfaite, elle n'avait pas pensé que ça serait le petit enfant aussi de l'autre grand-mère. Ça change son statut. On a le même petit enfant. Donc les deux familles, il y a des effets rétroactifs d'une famille sur les autres familles. Et vous pouvez remonter de façon l'enchaînement des choses, de génération en génération. Quand nous avons un enfant, ça change le statut. Ben, ceux qui sont morts, on n'en parle plus, mais ça change le statut si de famille en famille antérieure. On ne voit pas à quel point c'est puissant cette affaire. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on devient père. Pour parler de Saint Joseph, le père de Jésus. Puisque justement, lui, il n'est pas dans la relation sexuelle. Oui, mais il a été dans la relation de parole. Qu'est-ce que c'est que cette relation de parole? Ici, ben, c'est un contrat. Ça s'appelle le mariage. Le mariage est un contrat. C'est-à-dire qu'on signifie que la femme devient épouse et que l'homme devient époux. Qu'est-ce que c'est qu'être époux-épouse? Alors, il y a plusieurs systèmes dans l'humanité. Mais dans le christianisme, il n'y en a qu'un, parce que c'est la rectification des mœurs humaines qui sont toujours un peu désordonnées, puisqu'il y a beaucoup d'aléatoires dans tout ça, mais on essaye de faire de l'homme. Mais ce n'est pas si facile. Cette relation, c'est le contrat, c'est « je te prends pour femme », c'est-à-dire « je renonce à toutes les autres ». « Je te prends pour mari », c'est-à-dire « je renonce à tous les autres ». Le mariage, c'est le choix de l'un de l'autre et la renonciation à tous les autres. Et donc, ça change le statut social complètement. C'est-à-dire que n'importe quel homme ne peut plus avoir une relation ou même un projet avec la femme mariée, et réciproquement. Donc, vous voyez que c'est un problème social capital, qu'aujourd'hui est en crise, à peu près dans tous les pays au monde, mais pas tout à fait quand même. Hein. Donc, c'est un contrat qui lie les deux personnes à l'exclusion. Ça veut dire c'est exclu. Tous les autres hommes sont rendus inaptes à prendre cette femme pour épouse. Et évidemment, réciproquement, toutes les autres femmes sont inaptes à avoir une relation avec cet homme, au niveau de la famille, disons au niveau de la fabrication du père et de la mère. Une autre chose très importante à comprendre, c'est que ce contrat, c'est un contrat de parole, évidemment, qu'on peut mettre par écrit, qu'on peut sceller, etc. Mais surtout, et là c'est très important, pour qu'il y ait un contrat, oui, il faudrait que la parole humaine soit fiable, pas revenir sur son oui. Ah non, ben non, je me suis trompé, non, hier j'ai été distrait, non, c'est plus ma femme. Ah bon? Ça ne marche pas comme ça dans l'humanité. Et ça n'a jamais marché comme ça. Et comme on sait que les hommes ne sont pas tout à fait fiables, les hommes et les femmes, hein, s'entend, hein, il faut un témoin, comme dans tous les contrats un peu sérieux, tous les contrats au sens propre, il faut un témoin. Vous allez à la banque, vous empruntez quelque chose, c'est un contrat. Il y a quelqu'un qui vous prête et vous devez.
sous-entendu rembourser un jour. Hein? Ben vous signez quelque chose. Et il y a un témoin, forcément, qui est le garant du contrat que vous venez de signer. Ben, si vous avez de fil en aiguille, c'est l'État, la force publique. Parce qu'ils vont vous faire respecter votre contrat. Et si vous ne payez pas, vous irez en prison, point. C'est grave. Donc les contrats, déjà, au niveau économique, on les respecte à peu près. Enfin, il y a des gens qui trompent les autres, bien sûr. Hein. Il y a tous les trafics, toutes les corruptions possibles. Mais l'essence du contrat, c'est d'avoir donné une parole et il y a un garant de la parole parce qu'on sait que la parole humaine peut ne pas être comprise parce que si l'intelligence de l'autre n'a pas saisi ce que disait l'autre, il n'y a pas eu communication réelle, mais il y a alliance. Donc, on va surmonter la difficulté de la parole humaine par le contrat avec garantie. Et donc, dans le contrat de mariage, c'est dire oui, oui. C'est pas dire la distribution des biens. Ça, c'est un autre contrat qui peut y avoir ou pas avoir. Mais le contrat, c'est entre deux personnes. Tu es mon époux, tu es mon épouse. Il faut un garant. Et donc, il va falloir un témoin de cette alliance, parce que c'est une alliance. Quel est le témoin? Alors, on a un témoin. Le témoin, c'est celui qu'on va requérir si jamais il y a un problème, si on conteste le contrat. Mais si, j'étais là et ils ont dit oui. Ça a été scellé, c'était officiel, voilà, c'était pas du tout de la blague. Le témoin, il est pour ça, il a une grosse responsabilité, mais le témoin, c'est un autre bonhomme ou une autre bonne femme, donc aussi peu fiable que les autres. Donc il faut trouver un témoin plus sérieux que ça. Alors vous allez de fil en aiguille, et vous dites, il n'y a pas de témoin possible chez les hommes. Alors on fait semblant. On prend un vieux, sage, tout, qui n'a pas de lien d'intérêt, etc. Ou quelqu'un, alors, qu'on va consacrer, qui va être témoin avec une autorité qui n'est pas la sienne, parce que lui-même est faillible. Tous les hommes sont faillibles. Donc on va instituer un corps social de témoignage. L'ancien, le chef de tribu, le prêtre. Ça, dans les tribus anciennes. Et bien pour nous, c'est encore comme ça. Et il faut que l'autorité, la fiabilité du témoin lui soit conférée par autre chose que sa propre autorité. Et donc, on a besoin d'un système sacerdotal. Dans l'état de certains pays aujourd'hui, comme le nôtre, c'est l'État qui joue ce rôle. Mariage civil, comme on dit, c'est un vrai contrat, c'est un vrai mariage, mais le témoin, c'est l'État. D'ailleurs, les lois sont faites ainsi pour protéger et établir cette réalité. Si les personnes veulent rompre leur contrat, ça s'appelle un divorce, il faut passer devant le juge. Autrement dit, il y a une institution judiciaire qui est sous-jacente au contrat. S'il n'y a pas de système judiciaire, il ne peut pas y avoir de contrat entre les hommes, donc il ne peut pas y avoir de mariage, donc il n'y a que des animaux. Ce que d'aucuns disent aujourd'hui. Nous ne sommes qu'une espèce animale. Oh, il n'y a plus besoin de droit, il n'y a plus besoin d'institutions, il n'y a plus besoin de famille, la société se défait. Donc on est là sur un point capital que nous vivons douloureusement, collectivement. Mais qu'on peut vivre joyeusement quand on respecte ce qu'est l'homme. Et là, il faut des rituels. Donc il y a un rituel qui s'appelle le contrat, qui va s'appeler le mariage, avec un témoin. Et le témoin final, puisque l'homme en est incapable, et les hommes l'ont toujours su, c'est de jurer par un Dieu. Il faut une divinité.
les Grecs, les Romains, les Mésopotamiens, les gens du tréfonds, quand ils veulent établir une parole, ils jurent par une divinité. Autrement dit, s'il n'y a pas une divinité, quelle qu'elle soit, il ne peut pas y avoir de parole humaine assurée. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas jurer par son Dieu. C'est très grave. Donc il faut voir que ce schéma est réitérable. Il forme une espèce de cellule qui va être la cellule même de l'humanité. C'est-à-dire qu'on part d'un fils et d'une fille qui ont quitté leur famille, leur fraternité précédente et qui font une nouvelle fraternité. Vous regardez ça, et avec le témoin, mais vous voyez que le témoin est extérieur à la famille, forcément, et donc que ça est plongé dans une société formée d'une multitude de relations de ce type. Alors évidemment, il y a des exceptions, c'est-à-dire des gens qui ne se marient pas, donc il reste des fils ou des filles. On disait d'ailleurs dans le temps les vieilles filles, on dit les vieux garçons aussi. Ils n'étaient pas mariés, donc ou à cause d'un autre engagement possible, d'un autre contrat possible qu'on trouve dans le christianisme au niveau des vierges consacrées et des moines. Alors c'est une autre affaire, mais ça n'existait pas du temps de Jésus, et donc on voit la famille qui est absolument universelle. Et qu'est-ce qu'on constate, et c'est une chose très importante, c'est que toutes les familles fabriquent une fraternité, quand elle est féconde, évidemment. Donc je regarde quand ça va bien. Donc il y a au moins un fils ou au moins une fille, et plus, en général. Bon. Et donc on va de fraternité en fraternité. Et l'essence de la famille, c'est ça. D'aller de fraternité en fraternité. Et parce qu'on a habituellement l'obsession du père et de la mère. Comme si la famille, c'était papa, maman, les enfants. Non, c'est beaucoup plus que ça. D'autant plus que la réalisation d'une famille change le statut des familles antérieures. Et elle sera changée elle-même si ça recommence. Donc la cellule fondamentale de toute l'humanité, c'est ça, qui se reproduit indéfiniment. Il y a une multitude de familles. Alors après, il y a tous les accidents, les familles qui se défont, les gens qui meurent, etc. Mais la structure dans laquelle c'est intelligible, c'est ça. Et donc la fonction sexuelle n'est qu'un état. Il y a bien sûr le contrat de parole qui est important. Et pour qu'il y ait un vrai père, il ne suffit pas d'une copulation, parce que alors les chiens seraient des pères, ce qui n'est pas le cas. C'est des géniteurs. Pourquoi la fonction sexuelle devient humaine? Parce qu'elle est l'expression du contrat de parole. La parole est première. Au commencement était la parole, et c'est vrai pour l'humanité. Et si on veut faire de l'humanité, c'est ce type de rituel qu'il faut respecter.